Bonjour, soyez les bienvenus dans ce cours intitulé Hydrométrie. Dans ce cours, nous allons voir à quoi sert de mesurer les niveaux d'eau et les débits d'une rivière en nature et comment on peut le faire de manière régulière. Ce cours, je l'ai préparé et organisé conjointement avec mon collègue, le docteur Giovanni Di Cesare. La leçon est divisée en trois parties. D'abord, nous allons voir quel est l'intérêt pratique de mesurer les niveaux d'eau et les débits des rivières à certains endroits. Puis, on verra comment on peut mesurer les niveaux d'eau dans une rivière. Pour ensuite voir aussi comment convertir ces niveaux d'eau en débit à l'aide de mesures de vitesse. Alors, quel est l'intérêt pratique de la connaissance des débits d'une rivière? Tout d'abord, pour qu'on puisse utiliser l'eau, il faut pouvoir décrire son cycle de vie et en particulier sa disponibilité temporelle, c'est-à-dire identifier les périodes d'abondance et d'étiage. Un autre aspect lié à l'eau et aux activités humaines, c'est la sécurité. L'homme a toujours eu besoin de se protéger vis-à-vis de l'aléa hydrologique, soit par rapport aux crues, soit par rapport aux sécheresses. Ces événements extrêmes sont normalement caractérisés par leur magnitude et aussi par leur fréquence. Alors, la quantification des débits d'eau à un endroit précis a pour objectif la création de séries longues de données permettant toutes sortes d'analyses des disponibilités en eau, y compris des événements extrêmes. Une série longue de débits s'appelle un hydrogramme. Le cycle de l'eau comprend une partie atmosphérique et une partie terrestre. Nous commençons normalement par l'analyse des précipitations sous forme de neige ou de pluie. La précipitation est mesurée sur des stations météorologiques équipées de pluviomètres ou de pluviographes. Une série de précipitations mesurées dans le temps s'appelle un niétogramme. Une fois au sol, une partie de l'eau s'infiltre. L'infiltration dépend du couvert végétal du terrain, du type de sol, de l'usage fait des terrains, par exemple pour l'agriculture ou pour des forêts, mais dépend aussi de la perméabilité des surfaces et de la géologie. L'infiltration génère un effet de rétention d'eau dans le sous-sol. Cette rétention permet l'alimentation des cours d'eau en surface de manière décalée dans le temps, comme c'est le cas des débits des rivières pérennes pendant les périodes sèches, qui n'ont pas de pluie. Il se peut aussi que l'eau tombe sous forme de pluie dans un bassin versant donné et qu'elle s'infiltre et revienne en surface dans un autre bassin versant dû à une migration par le réseau hydrogéologique. On parle alors de perte hydrogéologique. Une autre partie de l'eau de pluie s'évapore. L'évapotranspiration est la perte d'eau du couvert végétal et des terrains, en fonction de la température, de l'humidité relative, de la radiation solaire et du vent. L'effet de ces agents sur un plan d'eau est appelé l'évaporation. On arrive finalement à la partie de la précipitation que ruisselle, c'est-à-dire la précipitation effective qui coule directement sur la surface du bassin versant et converge vers le réseau des cours d'eau. Le ruissellement de surface est alors la différence entre la précipitation totale, à laquelle on soustrait les pertes initiales par infiltration, ainsi que l'évaporation, mais à laquelle on ajoute l'alimentation des cours d'eau par les sources. Les eaux de surface se propagent et convergent vers les cours d'eau en fonction de la couverture du terrain, sa rugosité et le type d'obstacle rencontré. Leur vitesse d'accumulation et de propagation dépend aussi de la morphologie du réseau hydrique. Deux manières synthétiques de représenter les disponibilités en eau à un endroit précis sont les hydrogrammes et les courbes de débit classées. Un hydrogramme est une série chronologique des débits mesurés à un endroit. Ceci nous permet d'analyser l'évolution des débits dans le temps, par exemple les périodes d'abondance, la rapidité des montées et des descentes des débits, ainsi que la durée des périodes de basses eaux. La courbe des débits classés est une représentation des débits organisés de plus grand au plus petit. Ceci permet d'identifier le nombre de jours de dépassement de chaque valeur de débit, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels un débit donné a été dépassé.
Les courbes peuvent être réalisées pour une année complète ou avec des données de plusieurs années. La courbe qui résulte de l'analyse de plusieurs années est appelée la courbe moyenne, la ligne rouge. Mais c'est important de garder en mémoire la notion de variabilité naturelle du cycle hydrologique, représentée par les courbes enveloppes de plusieurs années singuliers. La courbe des débits classés constitue un des éléments clés de toute étude d'utilisation de l'eau ou de protection contre l'aléa hydrologique. Elle nous fournit un nombre important d'informations. L'intégrale de la surface sous la courbe est le volume de l'écoulement annuel, c'est-à-dire la somme de tous les volumes qui passent par la section d'étude pendant une année. Le module de la rivière est alors le volume total divisé par le nombre de jours de l'année. À gauche dans le graphique, nous trouvons les débits extrêmes, Qx, dont la représentation sera davantage meilleure le plus longue est la série de valeurs représentées dans la courbe. Au centre, nous trouvons le débit médian, soit le débit qui est dépassé 180 jours pendant l'année. Tout à droite, nous trouvons les faibles débits, à partir desquels nous pouvons sélectionner un débit de référence, dit le débit résiduel, qui doit assurer la continuité hydraulique du cours d'eau et la durabilité de la biodiversité locale. Ce débit varie en fonction des besoins du milieu aquatique, est spécifique à chaque tronçon de rivière et peut être modulé par saison. Alors voyons maintenant comment on peut générer des hydrogrammes et des courbes de débit classés. La prochaine section sera présentée par mon collègue Dr Giovanni Di Cesare. Je vous souhaite également la bienvenue dans ce cours. Nous avons partagé le contenu du cours. Je vais vous parler des diverses techniques de mesure et les outils qu'il faut, ainsi que la méthode pour passer des hauteurs d'eau mesurées vers des hydrogrammes de crues. Cela est utile pour la protection contre les crues, le transport solide et tout projet lié à l'utilisation de l'eau. Regardons maintenant la limnimétrie, soit la mesure des niveaux d'eau dans une rivière. La mesure du niveau d'eau servira par la suite à estimer le débit, mais également à déceler un éventuel débordement si le niveau d'eau enregistré dépasse la cote des digues. Une première mesure ancestrale est d'observer pendant ou juste après le passage d'une crue les traces laissées par le plus haut niveau d'eau, par exemple des déchets flottants accrochés aux branches, de l'herbe pliée, des dépôts sur les rives ou des marques sur les murs. Ces laisses de crue permettront de calibrer un modèle numérique de calcul de ligne d'eau ou faire de la cartographie des niveaux d'eau historiques. À des endroits particuliers de la rivière, des échelles limnimétriques peuvent être fixées. Ainsi, la cote atteinte peut être plus facilement relevée lors de la crue. On peut poser un flotteur dans l'eau ou dans un puits connecté au cours d'eau. Le flotteur suit les variations du niveau de la surface de l'eau et ce mouvement est transmis à un dispositif de lecture ou d'enregistrement. Avec l'enregistrement numérique ou mécanique sur un tambour rotatif, le dispositif s'appelle limnigraphe. Une sonde de mesure placée en dessus du plus haut niveau de l'eau mesure la distance entre la sonde et la surface de l'eau par ultrason pour un enregistrement numérique. C'est une mesure de niveau sans contact. Le limnigraphe à pression ou bulle à bulle mesure les variations de pression causées par les changements du niveau d'eau. Cet instrument comprend une bonbonne de gaz comprimé, un dispositif de contrôle de pression et un tube immergé relié à la bonbonne. Un faible débit d'air sous pression est envoyé au fond de la rivière. La pression de l'air dans le tube est proportionnelle à la hauteur d'eau au-dessus de la prise installée au fond de la rivière. Un capteur immergé au fond de la rivière permet de mesurer directement la pression qui est proportionnelle à la hauteur d'eau. Similaire à la mesure par ultrason, une sonde de mesure est placée en dessus du plus haut niveau d'eau à atteindre.
Elle mesure la distance entre la sonde et la surface de l'eau par des fréquences radar pour un enregistrement numérique. L'utilisation des fréquences radar permet une mesure sur une plus grande distance par rapport aux ultrasons et la mesure est moins influencée par les conditions météorologiques. En effet, il s'agit de passer des niveaux d'eau au débit par l'établissement d'une courbe de tarage. La courbe de tarage définit une relation univoque entre chaque niveau d'eau et un débit pour une géométrie stable de la rivière à un endroit donné. Cela permettra par la suite de passer de l'hymnigramme, c'est-à-dire de la courbe des niveaux d'eau en fonction du temps, à l'hydrogramme de crue, soit la courbe des débits en fonction du temps, Q fonction T. La question se pose maintenant, comment obtenir la courbe de tarage d'une section dans un cours d'eau? Cela relève de la débimétrie. La débimétrie est le domaine de l'hydraulique qui s'occupe de l'estimation des débits à partir des mesures du niveau d'eau et de la distribution de vitesse de courant d'une rivière. L'estimation des débits peut se faire de deux manières. À l'aide de la mesure de niveau dans un ouvrage calibré, c'est-à-dire un ouvrage pour lequel nous connaissons la loi hauteur-débit, ou bien par la mesure de vitesse du courant et son intégration à travers la section du cours d'eau. Les ouvrages calibrés les plus courants qui permettent la réalisation de mesures de débit sur le terrain sont les seuils épais au standard, basés sur le principe de la transition de régime par déversement sur l'ouvrage, ou les canaux Venturi ou Parshall, basés sur la création d'un rétrécissement de section. Dans les deux cas, l'écoulement passe par le régime critique sur l'ouvrage. L'autre possibilité, c'est d'effectuer des mesures de vitesse de courant. Dans le cas des méthodes ponctuelles, il s'agit d'effectuer une seule mesure de vitesse que l'on considère représentative de l'ensemble de la section mouillée, et ensuite la multiplier par la section obtenue par relevé topo-bathymétrique. Cette mesure se fait à l'aide d'un traceur lancé dans l'eau en amont de la section de mesure et dont la concentration est mesurée à l'aval à une distance donnée. L'intervalle de temps entre l'introduction du traceur et le passage de la pointe de concentration dans la section de mesure permet d'estimer une vitesse moyenne de translation. Le traceur d'utilisation la plus courante actuellement est le sel. Un autre moyen de mesurer la vitesse moyenne dans une section, c'est par l'émission et la réflexion d'ondes acoustiques. Une autre possibilité, c'est l'utilisation de méthodes dites intégrales. Dans ce deuxième cas, la section transversale de la rivière est divisée en plusieurs sections sur la largeur. Dans chaque sous-section, on effectue une ou plusieurs mesures de vitesse pour un niveau d'eau donné. Le calcul du débit est alors l'intégrale des profits de vitesse selon la largeur du cours d'eau. En répétant les mesures et le calcul pour des niveaux d'eau différents, on construit progressivement la courbe de tarage de la section d'étude. La réalité nous présente une multitude de conditions différentes. À chaque fois, il faut adapter la méthodologie d'analyse aux conditions locales. Malgré la diversité des conditions, nous pouvons dire que d'une manière ou d'une autre, les études hydrométriques doivent toujours passer par les 5 étapes suivantes. Étape 1. Collecte et tri des données disponibles ou en libre accès, en particulier de sections transversales de rivières, des données météorologiques et hydrométriques si existantes, y compris des données d'imagerie satellitaire telles que des précipitations, la radiation solaire, l'humidité, ainsi que des données de topographie. Étape 2. Installation de nouvelles stations de mesure à considérer dès le début des activités dans une rivière donnée afin d'améliorer la description du cycle de l'eau dans le bassin versant d'étude et d'élargir les bases de données à disposition. Étape 3. Exploitation des stations de mesure pendant une période de référence, de manière à obtenir un minimum, voire plus, de données permettant le calage et la validation de modèles hydrologiques qui reproduisent le cycle de l'eau. Il est fortement recommandé de profiter du temps de mobilisation pour effectuer des nouvelles mesures ou des mesures complémentaires
ainsi que bien décrire la technologie utilisée et les incertitudes de la méthode utilisée. Il est très important de faire attention au délai de garantie des équipements utilisés, ainsi qu'à la formation des utilisateurs et à l'assistance technique par du personnel spécialisé. Étape 4. Établissement des courbes de tarage à partir des données collectées et contrôlées, et ensuite l'établissement d'hydrogrammes et de courbes de débit classées. Étape 5. Des mesures de suivi et de contrôle, notamment au niveau de la stabilité de la bathymétrie des sections de mesure et de la fiabilité des équipements utilisés. Il est maintenant temps qu'on vous dise au revoir. Nous espérons que vous avez tiré profit de cette leçon et nous vous invitons à répondre au quiz que nous avons préparé pour vous. Bonne suite.